Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Selon les moments, selon les périodes historiques, il y a des sujets d'histoire qui peuvent être difficiles à aborder. Certains sujets, en eux-mêmes, et quoi qu'on en dise, peuvent à certains moments déjà faire polémique. C'est le cas du sujet de recherche de mon invité d'aujourd'hui, John Tolan. Bonjour John. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tu es professeur à l'université de Nantes. Depuis longtemps, tu as mené de nombreux travaux, notamment sur les minorités religieuses dans l'Occident médiéval. Tu as publié un livre récemment, je crois que c'est en 2022, qui s'appelle « Une nouvelle histoire de l'islam ». Tu diriges depuis de nombreuses années maintenant, je crois depuis 2019, tu co-diriges un projet de recherche européen centré sur le Coran européen. Oui. C'est le titre de ce projet. Et tu as été amené récemment à répondre à une polémique suscitée donc en 2025, alors que le projet a déjà plus de 5 ans. Tout à coup, dans la presse française, je te cite, « L'extrême droite a les historiens en ligne de mire, car nos travaux contredisent leur vision suprémaciste blanche de l'histoire ». Il s'agit donc d'une réponse à une attaque qui a eu lieu notamment au Parlement européen de la part d'un député, je crois, du Front National, qui s'en est pris à la légitimité même du sujet de recherche que tu co-diriges donc avec une historienne espagnole et un historien italien, je crois, et un Danois. Vous êtes 4 au total, autour donc de cette histoire de la réception, de la vision du Coran et plus largement de l'islam dans l'Europe du Moyen-Âge, puis de l'époque moderne. Tout à coup, ce sujet s'est mis à faire problème ces dernières semaines. Oui, tout à fait. Une polémique qui a commencé au journal de dimanche et qui ensuite a été relayée par d'autres médias européens d'extrême droite et effectivement a trouvé écho dans les interventions de 2 parlementaires européens du Rassemblement national. Toutes ces polémiques étaient faites par des gens qui n'avaient pris aucune connaissance de nos travaux, qui n'ont regardé aucune de nos nombreuses publications, mais qui ne cherchaient pas à s'instruire, qui cherchaient la polémique. Et pour eux, mettre ensemble les mots Coran européen était choquant en soi parce que effectivement, ils ont une idée d'une histoire européenne qui serait uniquement chrétienne et où le judaïsme et l'islam seraient exclus. Ce type de réticence est pas complètement nouveau. Dès qu'on aborde la contribution de l'islam à l'histoire de l'Europe, il y a une quinzaine d'années, je me souviens qu'il y avait eu une polémique autour d'un ouvrage, Aristote au Mont-Saint-Michel, qui essayait de démontrer que contrairement à ce que les savants affirment à juste titre, le monde arabo-musulman n'aurait pas eu de rôle dans la transmission des savoirs antiques grecs. Ça avait créé la polémique déjà à cette époque. Oui. À travers un exemple où effectivement il y avait des manuscrits d'Aristote et d'autres auteurs traduits directement du grec au latin. Mais ils sont une minorité infime comparée à tout ce qui était traduit d'abord du grec en arabe et ensuite de l'arabe au latin. Donc, cette volonté de prendre quelques exemples et en faire une règle générale pour dire finalement on ne doit rien aux Arabes, ça met en question l'idée même de devoir, dans ce genre de situation, il n'y a pas de monopole sur la culture. Il y a ce que l'on appelle aujourd'hui appropriation culturelle. Ça se fait dans toutes les cultures. Déjà, les Grecs l'ont fait avec la culture égyptienne et moyen-orientale. Les Romains ont fait avec la culture grecque. Les Arabes du califat abbasside ont fait ça avec les savoirs grecs, perses, indiens, etc. Et donc l'Europe a fait ça aussi avec des multiples savoirs dont certains venaient du monde arabe.
Donc l'idée de mettre des étiquettes culturelles sur le savoir, ça marche pas parce que le savoir passe à travers les frontières. Mais à l'époque, déjà, donc c'est il y a une quinzaine d'années, l'extrême droite s'était emparée du livre de ce collègue, donc Sylvain Guggenheim, justement pour en faire une sorte de machine de guerre et expliquer que il y avait aucune trace au fond, enfin aucune contribution à l'essor de la culture en Europe de la part du monde arabo-musulman. Si ça revient aujourd'hui si fort, c'est évidemment parce que le contexte a encore évolué, s'est aggravé, j'allais dire, dans le même sens. Il y a quelques jours, il y a eu un rapport qui a fait beaucoup de bruit sur l'entrisme des frères musulmans, qui a nourri le complotisme autour de l'islam. On est entré dans une phase où on a le sentiment qu'il y a vraiment une dynamique de construction persécutrice d'un ennemi de l'intérieur, et cet ennemi, il est musulman. Il s'agirait d'un complot des frères musulmans. Florence Bergeau-Blackler, donc, qui est une chercheuse très largement complotiste, qui nourrit les sphères d'extrême droite autour de la peur de l'entrisme des frères musulmans, s'en est pris notamment à contribuer à cette offensive contre le programme européen que tu co-diriges. Oui, elle imaginait que je sois proche des frères musulmans parce que j'aurais fait une conférence une fois dans 30 ans de carrière dans une institution autrefois proche des frères musulmans. Il y a eu ce rapport récemment sur l'entrisme des frères musulmans. Et en fait, si on regarde bien le rapport, il montre bien le déclin des frères musulmans. Qui serait une petite, peut-être 400 en France. Évidemment, depuis la chute du régime de Morsi en Égypte en 2012, les frères musulmans ont perdu le pouvoir en Égypte. Leur influence a beaucoup baissé en France et ailleurs, ce qui ne veut pas dire que l'extrémisme musulman n'est plus un sujet inquiétant, parce qu'effectivement, il y a le salafisme, notamment le wahhabisme, mais tout ça, c'est financé par des pays qui sont alliés de la France, des États-Unis et de Grande-Bretagne et d'autres pays. Donc, on préfère polémiquer à propos des frères musulmans, même si leur influence est une chute libre. Mais surtout, on a le sentiment qu'il suffit de toute façon d'aborder un sujet qui a trait à l'islam et à sa place dans l'histoire européenne, sans que l'islam soit diabolisé, sans qu'il soit présenté comme l'ennemi, pour que ça suscite la polémique, pour que ce soit déjà pris finalement comme un acte anti-européen, anti-blanc, anti-occidental. C'est la seule raison, évidemment, compréhensible, des attaques contre le programme que tu co-diriges et contre les publications que vous avez faites autour de ce Coran européen, puisqu'il n'y a absolument rien là-dedans qui vienne favoriser, en quelque manière que ce soit, un complot fondamentaliste musulman aujourd'hui. Non, et c'est pour ça que notre réponse a été surtout de présenter nos recherches et de montrer l'intérêt scientifique de nos recherches, parce qu'il s'agit d'un programme financé par le Conseil européen de la recherche, ERC. C'est mon deuxième projet avec l'ERC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, et là, on voit dans ces échanges que la connaissance du monde de recherche est pas très grande en France et ailleurs. C'est en partie notre faute, nous autres chercheurs, parce qu'il faut peut-être mieux expliquer. Donc, le Conseil européen de la recherche, qui est un des grands organismes européens et mondial maintenant de la recherche, de financement des projets de recherche, qui finance des grands projets dans toutes les disciplines, de l'anthropologie jusqu'à la zoologie. Et donc, il a des bourses individuelles que j'ai eues il y a quelques années pour un projet sur les minorités, le statut légal des minorités religieuses au Moyen-Âge. On a regardé des textes de loi, textes légaux sur les juifs et les musulmans en pays chrétien et les juifs et les chrétiens en pays musulmans. Il y a toujours un site internet de ce programme RELMIN. Oui, c'est le programme RELMIN où j'ai eu la chance de travailler avec un groupe très dynamique de postdocs qui travaillent sur des textes en hébreu, en arabe, en latin et d'autres.
Et donc, fort de cette expérience, j'ai, avec mes 3 autres collègues, proposé ce projet sur le Coran en Europe. European Quran, on appelle ça, parce que notre but, c'est de comprendre la place du Coran dans la culture intellectuelle de l'Europe entre le 12e et le 19e siècle. Ça veut dire qu'on étudie la circulation des manuscrits du Coran dans les milieux chrétiens, notamment d'Europe. Aussi les traductions en latin à partir de 1143 et ensuite à partir du XVIe siècle, les traductions dans d'autres langues européennes. L'influence, la circulation de ces traductions, le rôle du Coran dans la polémique. Alors, justement, au début, on le traduit, par exemple, Robert de Ketton, qui est embauché par Pierre le Vénérable, qui produit cette première traduction du Coran en 1143. C'est Pierre de Vénérable, abbé de Cluny. Oui, abbé de Cluny, tout à fait. C'est-à-dire l'une des congrégations religieuses les plus importantes d'Europe à ce moment-là. Oui, tout à fait. Il fait traduire le Coran pour réfuter ensuite ce qu'il appelle l'hérésie des Sarrasins. Et donc, le but, c'est de connaître cette religion rivale pour mieux la réfuter. Et ce Coran existe en 24 manuscrits et circule en Europe. Et ensuite, 4 siècles après, 1543, c'est publié à Bâle, ville protestante, avec une préface de Martin Luther. Pour qui le Coran est utile pour combattre le turc, comme il dit, pour polémiquer toujours contre l'islam, mais aussi pour combattre les papistes, les catholiques. Parce que Luther dit que le diable du pape est plus grand que le diable du turc. Et donc, pour lui, on peut trouver dans le Coran des arguments contre les catholiques. Donc, les musulmans sont toujours vus comme négatifs, évidemment. Mahomet est vu comme hérétique, mais le pape, finalement, c'est pire. Mais il y a aussi, au même moment, des catholiques qui font la même démarche dans l'autre sens. Par exemple, Guillaume Postel, qui est professeur de langues orientales, c'est-à-dire de l'hébreu et de l'arabe, au Collège Royal, c'est-à-dire le futur Collège de France, a écrit, dans cette même année 1543, un ouvrage où il compare les enseignements du Coran avec les enseignements des protestants. Et il trouve des similarités. Mahomet, comme Luther, dit-il, sont contre le célibat des clercs. Mahomet, comme Luther, rejette le culte des images. Et il fait toute une liste et pour envoyer dos à dos ces 2 grands hérésiarques qui seraient Mahomet et Luther. Donc on voit comment on instrumentalise le Coran et l'islam pour se battre contre ce rival chrétien. Mais on voit de plus en plus, donc à partir du XVIIe siècle, il y a d'autres lectures du Coran. Le Coran commence à être traduit dans plusieurs langues et on voit d'autres lectures, par exemple Thomas van Herpe, qui est un orientaliste donc néerlandais. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est d'utiliser le Coran pour apprendre pour apprendre l'arabe. Et s'il veut apprendre l'arabe, c'est justement parce que l'arabe est près de l'hébreu. Et donc, en apprenant l'arabe, on comprend mieux l'hébreu et donc on peut mieux comprendre la Bible, l'Ancien Testament pour lui. Et donc, on lit le Coran pour apprendre l'arabe. Donc, la polémique religieuse ne l'intéresse pas, ni contre les musulmans, ni contre les catholiques. Et on trouve, à partir du XVIIIe siècle, d'autres manières de voir l'islam chez des auteurs des Lumières, pour qui le Coran devient une source d'arguments contre la puissance de l'Église catholique et parfois contre les doctrines de l'Église catholique. Donc, on voit comment ce Coran est vu, donc les lectures de Coran évoluent pendant toute cette période entre le 12e et le début du 19e siècle.
Si on revient au point de départ, donc en gros le XIIe siècle, le temps où Pierre le Vénérable s'intéresse à ce texte et le fait traduire, il y a un article d'ailleurs dans le volume que vous avez publié récemment autour de ce projet qui s'appelle lui-même le Coran européen. Il y a un article sur le Coran latin, hein, je crois. Oui. Si on en revient à cette époque-là, je crois me souvenir que déjà avec Innocent III, le pape qui est sur le siège de Pierre autour de 1200, il y a un argument rhétorique quand il s'en prend aux hérétiques, et même parfois les gens qu'il n'a pas déclarés hérétiques mais qu'il accuse d'être de mauvais chrétiens pour une raison ou pour une autre, il leur dit « vous êtes pires que les Sarrasins ». Oui, tout à fait. Et tu disais, l'islam est une hérésie au départ. Oui. Elle n'est pas conçue comme une autre religion. Non, effectivement. C'est finalement, c'est quoi? C'est une erreur d'interprétation qu'on en attribue aux arabo-musulmans. Comment est-ce qu'on explique cette incompréhension qui est la leur du vrai message divin? Alors, c'est effectivement pour un auteur chrétien du Moyen Âge, quand on prend connaissance, donc les auteurs latins en Europe, quand ils prennent connaissance de l'islam, et ils essaient de mettre dans les catégories. Donc, c'est pas du judaïsme, c'est pas du christianisme, c'est pas du paganisme, donc ça doit être, quelle est l'autre case disponible? C'est l'hérésie. Et donc, d'autant plus que il y a des récits dans le Coran qui reprennent des récits bibliques, bien entendu, qui donnent des versions différentes. Donc, c'est tout naturel pour un auteur, que ce soit Pierre le Vénérable au XIIe siècle ou Martin Luther au XVIe, de dire, voilà, ce sont des hérétiques. Et ça reste vraiment jusqu'au XVIIIe, notamment XVIIe, XVIIIe siècle. Donc pour ces auteurs, certains auteurs du XVIIIe siècle, l'islam est un monothéisme plus pur que le christianisme parce qu'il n'y a pas de trinité, il n'y a pas de culte de saints, il n'y a pas de puissance des clercs. Au moins dans leur perception, qui n'était pas forcément vrai. Oui, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, il n'y a pas une sorte de structure institutionnelle centralisée et centralisatrice comme l'Église catholique. Exactement. Donc on continue finalement, même quand la vision est moins négative, à utiliser cet autre que représente le Coran pour réfléchir sur soi ou pour les combats internes finalement à la chrétienté. Oui, on le voit très bien chez Voltaire, parce que Voltaire, dans son Mahomet ou le fanatisme, cette pièce de théâtre de 1741, il présente Mahomet comme la figure de fanatisme pour mieux critiquer le fanatisme de l'Église catholique. Mais quelques années plus tard, quand il écrit l'essai sur les mœurs, son grand fresque historique, au contraire, il donne une image plutôt positive du prophète, parce qu'il a compris que c'est encore plus facile, plus utile d'utiliser la figure du prophète comme ennemi de l'Église, et donc pour critiquer l'Église, et donc Mahomet serait en quelque sorte un meilleur monothéiste que les chrétiens. Et là, on est en plein XVIIIe siècle orientaliste, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qui utilise toutes sortes de fantasmes de l'Orient en réalité pour réfléchir sur lui-même. Oui. Et pour mettre en accusation notamment le despotisme en Occident. Oui, tout à fait. Dans ce volume donc, qui est récemment paru sur le Coran européen, il y a aussi des textes sur la façon dont le 19e siècle, dans le 19e siècle occidental, ont vu l'islam et son livre saint. Il y a une contribution notamment sur le romantisme, la littérature romantique. Mais avant le romantisme, il y a quand même la figure de Bonaparte, je crois, dont le rapport avec l'islam est très intéressant. Oui, alors Bonaparte part en Égypte en 1798 et il a avec lui le Coran dans la traduction de Claude-Étienne Savary de 1783. Et Savary avait présenté le prophète comme un grand homme qui avait changé le cours de l'histoire, un grand homme d'État, grand général,
homme charismatique. Et j'aime penser que Napoléon se voyait un peu comme un nouveau Mahomet. Je ne suis pas le premier à dire ça. Ouais. Déjà, Goethe avait proclamé que Napoléon était der Mahomet der Welt. Le Mahomet du monde. Oui, Ouais. tout à fait. Donc c'est pas seulement Alexandre le Conquérant, c'est pas seulement César. Oui, il y a aussi cette figure. Et donc, voilà, Napoléon, évidemment, avait dans sa tête ces autres modèles de grands conquérants qui sont Alexandre le Grand, mais Mahomet était l'un de ces modèles. Bon, on trouve ça dans les écrits de Napoléon lui-même. Et il a même essayé de convaincre les Égyptiens qu'il voulait faire du Coran la base de la loi de l'Égypte française. Et comme avait ironisé mon collègue américain Juan Cole, ce serait Napoléon qui aurait établi le premier république islamique de l'époque moderne. Quand on connaît la place de Napoléon aujourd'hui pour la droite identitaire française, Oui. c'est quand même la grande figure du chef vénéré, c'est assez étonnant. Oui, et c'est la couverture de notre livre. Le Coran européen est un portrait de Napoléon. Donc, il y a un artiste égyptien, Marwan Shahin, qui habite maintenant à Los Angeles, qui avait fait une série de portraits pour nos expositions, où là, on voit Goethe avec le Coran à la main. Goethe était un grand admirateur du Coran qui pour lui était une œuvre de poésie mondiale. Napoléon, on a vu admirer le Coran. Au moins, il a affiché son admiration pour le Coran. Et donc, Marwan Shahin, dans un clin d'œil à la fois aux traditions artistiques musulmanes et européennes, montre ces photos de ces hommes, le Coran, les images de ces hommes, le Coran à la main. Et évidemment, venant de lui, un artiste égyptien, évidemment pour les Égyptiens, Napoléon occupe une place très, très ambiguë dans leur histoire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour revenir à ta question, effectivement, c'est à partir de l'invasion de Napoléon qu'on a évidemment un colonialisme européen en pays musulmans. Et là, l'image sur l'islam généralement et sur le Coran en particulier change parce qu'évidemment, les administrateurs britanniques, français et autres veulent rassurer le sujet en disant que nous sommes favorables à votre religion, nous protégeons vos droits religieux, nous respectons votre loi, votre système légal. Et donc, on a cette situation paradoxale où on a les administrateurs coloniaux néerlandais, français, britanniques qui étudient le Coran pour en tirer des lois. Il y a même un juriste français en 1866 qui a publié un livre des lois extraits du Coran. Donc, il a ordonné ça. Il a pris le code napoléonien et ensuite, selon l'ordre des lois du code napoléonien, il a mis les lois qu'il a extraites du Coran. Sans prendre en compte les siècles de jurisprudence musulmane oui, qui vraiment font loi dans ces pays, mais pour lui, c'était leur code de loi et donc il pouvait les mettre dans l'ordre du code napoléonien pour l'administrateur français en Algérie. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on a récemment rappelé que la notion même d'islamophobie, en fait, n'est pas du tout récente, mais qu'elle avait été utilisée, forgée par des administrateurs coloniaux français, je crois. Oui, au début du XXe siècle, voilà. Ça, qui considéraient qu'un rejet trop catégorique de l'islam empêchait finalement le bon gouvernement de ces régions. Tout à fait, tout à fait. Et relevait d'une incompréhension. Il fallait montrer du incompréhension. respect pour l'islam pour que ça se passe bien avec nos colonisés, qu'on leur affirme qu'on respectait leur religion. Puisque aujourd'hui, donc, l'extrême droite non seulement ne tolère pas finalement que l'on étudie l'islam dans l'histoire européenne, mais ne tolère pas non plus que l'on parle d'islamophobie et développe l'idée selon laquelle en fait ce serait un concept de propagande victimaire qui aurait été inventé là encore soit par les mollahs iraniens, soit par les frères musulmans. Oui, ce qui est complètement faux. Ce qui est faux factuellement.
Alors, c'est le propre de ces grands programmes européens. Il y a toute une partie scientifique, érudite, et il y a eu toute une série de publications, je crois 11 volumes en anglais qui ont été issus de ce cycle de recherche. Oui, 11 C'est pour bien ça. l'instant, avec d'autres en préparation. Donc, il y aura sans doute une vingtaine partout chez De Gruyter à Berlin. Mais il y a aussi donc, des choses qui sont destinées à un public plus large, pas seulement un public de spécialistes. Ce livre dont j'ai déjà parlé, collectif, donc, qui s'appelle Le Coran européen. Et puis, une bande dessinée très belle que j'ai découvert vraiment avec beaucoup de plaisir, qui s'appelle Safar, dessinée par Ernesto Anderle, qui reprend toute une série de pans de cette histoire de la vision des visions qu'ont eu les Européens du Coran. Tout à fait. Et c'est important pour nous. Et je pense que de plus en plus, quand on a des grands projets de recherche, on produit évidemment des publications scientifiques pour les autres spécialistes, mais c'est de plus en plus important de communiquer plus largement sur ce qu'on fait, sur l'intérêt et l'importance de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a publié ces 2 ouvrages grand public, donc ce Coran européen qu'on avait déjà publié dans une version en anglais il y a 2 ans. On organise aussi une série d'expositions sur ces thèmes. La première était à Vienne, deuxième à Tunis, troisième à Nantes. Il y a une 4e qui va s'ouvrir bientôt à Grenade. Et l'idée, c'est à chaque fois, c'est pas la même exposition qui circule, mais c'est des expositions sur le même thème, mais s'appuyant sur les collections locales. Donc à Vienne, on a beaucoup parlé de la confrontation entre les Austro-Hongrois et les Ottomans, bien entendu. À Tunis, on a parlé des manuscrits tunisiens, et notamment des manuscrits tunisiens qui étaient pillés en 1535 par les troupes de Charles Quint, qui sont venus en Europe et qui ont nourri la science orientaliste en Europe. De grands orientalistes ont eu ces manuscrits tunisiens entre leurs mains et qui ont étudié le texte du Coran. Donc parfois, des scènes de violence, des guerres, des pillages, ça produit des effets peu attendus. Et ensuite, à Nantes, on s'appuie sur des collections à la fois locales, nantaises, des musées et des bibliothèques de Nantes, et aussi quelques très bons manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Et à Grenade, ça va être sur le Coran ibérique, c'est-à-dire à la fois les traductions en latin et en espagnol, et les textes arabes qui circulaient parmi les musulmans, les textes en al-Khamiado, c'est-à-dire de l'espagnol écrit en alphabet arabe. Donc, à chaque fois, on a cette volonté de faire connaître les travaux de nos recherches, parce que qui travaille, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, quand on travaille sur les questions de l'islam en Europe, il y a un risque de censure et d'autocensure. On est suspect des côtés et d'autres, parce que on peut avoir des intégristes qui disent non, toi, j'ai eu ça des fois, des posts Facebook, qui laissent l'islam aux musulmans. C'est ça, bien sûr. Et de l'autre côté, non, on ne peut pas parler de l'islam en Europe parce que l'islam n'est pas européen. Et c'est l'ennemi, oui. Oui, oui. J'ai eu des gens qui m'ont dit, mais le Coran n'est pas européen. Bien sûr, le Coran n'est pas européen. Comme la Bible, ils sont tous les deux écrits ailleurs, mais ils font partie de nos cultures. Évidemment, la Bible très profondément, mais ce qu'on essaie d'explorer, c'est aussi les manières où le Coran a été intégré dans la culture européenne, souvent par opposition, souvent en combattant ce qu'on voyait comme une hérésie, mais aussi ensuite par d'autres lectures. C'est une approche donc, qui est incompatible avec la théorie du choc des civilisations, puisque c'est ça qu'il y a derrière, cette suspicion toujours contre quiconque travaille sur l'islam, qui s'est déchaînée donc, contre ce projet du Coran européen. C'est en réalité un danger tout simplement pour les libertés universitaires qui se développent de cette façon avec cette opprobre qui est jetée tout de suite, quelle que soit la manière dont tu abordes le sujet, parce que tu abordes ce sujet.
Oui, tout à fait. Et moi, je suis originaire des États-Unis et je regarde avec effroi ce qui se passe dans les universités américaines. L'administration de Trump a les historiens en ligne de mire parce que ceux qui travaillent sur l'histoire de l'esclavage, sur le massacre des Autochtones en Amérique, sur les questions d'égalité des genres, d'inégalité, sont en ligne de mire. Et on voit en France que l'extrême droite est heureusement pas au pouvoir, mais qu'ils agissent aussi. Et je pense que si cette polémique vient maintenant, c'est parce que certaines personnes en Europe se voient pousser des ailes et veulent faire le même genre de polémique qui marche aux États-Unis au détriment d'historiens qui essaie d'avoir une idée objective sur l'histoire qui montre que non, tout n'est pas blanc et noir, qu'il y a des nuances, que nos cultures européennes sont plurielles, que différentes religions, différentes cultures ont toujours cohabité dans notre continent, parfois tant bien que mal, mais que cette histoire est importante. Et certains veulent nous faire taire et on va refuser. Et ce qui était très réconfortant dans toute cette histoire, bon, d'être attaqué comme ça, c'est extrêmement désagréable, mais j'ai eu des centaines de messages de soutien. Il y avait des pétitions en ligne pour nous soutenir. J'ai eu des soutiens forts de la présidente de mon université. L'université de Nantes. Donc. Oui, l'université de Nantes, de Nantes Métropole. J'ai été reçu hier même par 2 sénateurs qui réfléchissent à une proposition de loi pour protéger la liberté académique. Et je pense que c'est nécessaire d'affirmer l'indépendance de la recherche et le fait que le financement de la recherche doit être décidé par les experts et non selon les modes politiques. Merci beaucoup, John Tolan. Merci à toi. D'être venu nous parler de ce projet, de ces 2 livres donc, qui sont parus récemment, Le Coran européen chez Hermann, et puis cette très belle bande dessinée, donc Safar, parue aux éditions nantaises aussi, je crois, petit à petit, qui illustre les résultats de vos travaux sur la compréhension, la réception du Coran dans l'histoire. Merci à toi, Julien.